Et bonjour à tous, effectivement. Merci à l'EPF et à Julien Gardin de me donner l'occasion de discuter avec les futurs ingénieurs qu'on risque de se côtoyer dans pas très longtemps, je pense. Donc, ravi d'avoir ce temps-là et ce moment-là pour avancer, pour partager un peu les problématiques qu'on a eues, tout le parcours qui est loin s'en faut, se met dans le bûche, mais qui s'avère hyper enrichissant, hyper intéressant. Donc, je vais me présenter brièvement. Je suis de 1981, donc ça risque de faire rigoler pas mal de monde. À l'origine, j'ai fait un bac scientifique qui n'existe plus, STI, qui avait vocation à partir directement dans le qui a vocation à partir directement dans la vie active. Et je suis parti après dans un BTS mécanique productique. Pendant 2 ans, je suis sorti major. Cette promo-là, sur le slide 2, s'il te plaît, Julien, peut-être ça va être plus simple. Ouais, voilà, merci. Donc, je suis resté dans les Landes. Ce BTS avait un intérêt aussi, c'est un stage de 4 ou 6 mois, je ne m'en souviens plus. J'ai réussi à prendre une entreprise qui s'appelait Fior Concept, qui était très innovante, qui a inventé l'autogire. Vous regarderez, c'est un engin volant très compliqué qui fait plutôt peur. Il a inventé le monobras des motos, le speeder Renault. Enfin, c'était quand même quelqu'un d'hyper intéressant. Et c'était un vrai déclic pour moi parce que j'ai rencontré l'ingénieur en chef qui gérait tout l'atelier, le bureau d'études, venait de l'industrie, comprenait absolument rien à la technique. Et à l'atelier, ils m'ont dit, si tu veux être comme nous, se faire diriger par quelqu'un qui ne comprend rien à la technique, tu as intérêt à faire des études. C'était clairement là. Donc, je n'étais pas parti pour partir en école d'ingénieur, mais suite à ce stage qui était hyper intéressant, où il fallait, pour pouvoir diriger une équipe, il fallait absolument comprendre ce qu'on fait et comprendre ce qu'on demande. Donc, je suis parti 1 an à l'Estaca, sans savoir trop ce que c'était, sur Paris. C'était une école payante, donc après mon bac plus 2, je suis re-rentré en 2e année. Et au travers de divers projets, parce que j'étais quand même très passionné de sport automobile, j'ai rencontré des élèves en 5e année qui n'en savaient pas plus que moi. Donc du coup, ça m'a un peu choqué aussi. Et j'ai fouillé, j'ai trouvé une école à Charleville-Mézières dont le dirigeant avait mis en avant des moyens colossaux pour faire les premières simulations numériques et des partenariats avec un centre de recherche à côté. Et lors d'un entretien là-bas, avec M. Yvon Gardan, j'avais négocié une seule chose, de pouvoir faire autant de stages que je voulais à condition que je les trouve. Et en échange, c'était clairement un deal. Il m'avait dit oui, si tu suis tous les cours et si tu as la moyenne partout, je te signerai toutes tes conventions de stage. Donc c'était un deal tout à fait intéressant. Il fallait mettre les moyens. Et donc je me suis retrouvé là-bas et c'est là où j'ai rencontré Julien Gardin. On était de la même promotion. Et donc derrière, sorti de là, ça a été directement happé par le monde industriel. J'ai essayé d'aller assez vite. Vous l'avez compris là-dedans, il y avait, merci, slide numéro 3. Oui. L'avantage, moi, j'avais absolument pas de réseau dans le sport automobile, donc la seule chose que j'avais, c'était faire la différence par rapport à d'autres étudiants avec énormément pas dire d'expérience, mais énormément de stages qui allaient dans mon sens pour pouvoir être différenciant par rapport aux autres étudiants. Donc, je suis allé faire du moteur chez Ferry Développement, qui était une pointure à l'époque, et qui l'est encore d'ailleurs, toujours dans des très petites boîtes pour avoir un maximum d'expertise et de toucher un peu à tout. Alors, je ne vous cache pas que les horaires, c'était assez conséquent. On faisait plus tard on faisait quand même des 10-12 heures par jour minimum, quoi. Je suis allé chez Norma Autoconcept, maintenant qui s'appelle NAC, qui faisait des petites barquettes, des petits protos qui sont inspirés des 24 heures du Mans, mais qui sont dédiés à faire des courses de côte ou des petites courses sur circuit. Je suis allé chez Meca Performance faire des voitures de rallye avec des Mitsubishi Lancer. Et chez Fior Concept, c'est Claude Fior, c'est celui qu'on voit sur la droite, sur lequel on a fait des barquettes relativement impressionnantes. Donc tout ça, ça m'a permis de faire la différence et de monter dans une filiale du groupe Alten, qui est une grosse boîte de prestations. Typiquement, c'est la majorité des ingénieurs, quand vous êtes arrivé sur le marché, soit vous êtes embauché directement après votre stage, soit vous partez dans une boîte de prestations.
Et moi, je suis arrivé dedans. J'ai monté le pôle sport automobile de cette boîte de prestations. Il y avait environ 700 ingénieurs. Et forcément, j'en ai recruté 45, et, dont moi, bien entendu. Et un peu coup de chance, 4 mois plus tard, le programme Peugeot Sport 24 heures du Mans a été monté. Donc, c'est le slide d'après, s'il te plaît. Donc là, c'est la magnifique voiture que vous voyez à droite, la première 908, ça fait non, c'est la 90. Ça. Le sport auto, c'est des programmes de 3 ans, systématiquement. C'est un cycle, peu importe la discipline, c'est toujours des programmes de 3 ans. Et donc, je suis rentré en 2006, le jour de mon anniversaire. C'était un signe au bureau d'études Peugeot Sport. Ils étaient 5, j'étais le 6e à rentrer au bureau d'études châssis. Donc, toute petite équipe. Première fois qui déployait un calendrier hyper agressif. C'est-à-dire que le 1er janvier, ils ont dit feuille blanche, on départ. Mais là, on dessine intégralement la voiture. On la dessine, on la calcule et on la simule. Et on va arrêter le cycle essai-erreur avec des qualifications, des bancs de test. Il faut qu'elle roule au 31 décembre. Et quand on dit on conçoit intégralement la voiture, c'est-à-dire que les jantes, les pneus, la carrosserie, l'aéro, le châssis, les pièces, le moteur, le vilebrequin, tout a été dessiné à 100% et tout simulé à 100%. Et la voiture a effectivement roulé, sorti de l'atelier, a démarré le 31, je m'en souviens encore, c'était un moment incroyable, le 31 décembre de la même année, quoi. On a fini, il était 11h30, mais elle a roulé, on a fait le job. Donc, à partir de là, vous comprenez que ça n'a jamais été fait, mais ce n'est pas parce que ça n'a jamais été fait que ce n'est pas impossible. Il faut s'en donner les moyens, il y a beaucoup de boulot derrière. Il faut tout se réinventer, se poser des questions. Ce n'est pas parce que d'autres l'ont fait avant vous qu'on ne peut pas le faire. Après, il y a pas mal de sujets. Donc là, vous voyez derrière, j'ai fait 3 ans, plus 3 ans derrière. Après, je suis parti en Allemagne chez Lotus pour faire un véhicule des 24 heures du Mans, mais en division 2. Je suis reparti au Mans, encore un autre véhicule. Puis Peugeot Sport m'a rappelé pour le programme Dakar, avec un poste, au début, j'étais ingénieur de développement, et sorti d'école, je ne savais rien faire, même si j'avais peu d'expérience, j'étais en formation. Clairement, j'ose espérer qu'à partir de la fin de la première année, j'ai commencé à être rentable pour Peugeot Sport. Mais je ne suis pas sûr. L'humilité de mes chefs m'ont dit que non, mais en fait, clairement, par rapport au débit, ce qu'on savait faire réellement, ce n'est pas l'école, ce n'est pas la faute à l'école ni au stage, c'est qu'on ne sait clairement rien faire, rien ne remplace l'expérience. Et donc derrière, au Dakar, effectivement, on a encore fait une nouvelle chose, parce que ça doit être une voiture de course, c'est une autre discipline à part entière. Pour nous, c'est aussi différent que de faire un avion et faire un bateau. Ça n'a clairement rien à voir, et c'est quand même vraiment top. Donc derrière, il y a eu d'autres programmes, on va aller assez vite, mais PicePeak, que vous voyez à gauche, c'est une super voiture, des voitures de rallycross, des voitures électriques qui roulent en ville, là, les Formula I. Et tout ça, pour y arriver, il a fallu avoir une stratégie bien importante, et qui est issue du Peugeot Sport. C'était de s'appuyer sur des partenaires industriels forts, dans lesquels on transmet une partie des compétences, mais aussi de l'expertise. On s'appuie sur eux, mais vous êtes partenaire avec nous, on réussit avec vous. Et à partant de là, on a commencé à tisser un réseau de relations où, au lieu de fournir seulement des pièces, ces partenaires-là avaient des résultats de course, des résultats de simulation numérique, donc eux aussi avançaient. Et donc, on a commencé à créer un réseau international, moi le premier, parce que mon poste évolue au fur et à mesure. Et à la fin, j'ai fini responsable pour train de pas mal de choses. Et c'est ces gens-là, je pense qu'on peut passer au slide d'après, s'il te plaît. Voilà, c'est ces gens-là qui m'ont amené sur la création de CKP Engineering. Ces partenaires industriels-là qui ont dit, mais les technos et les méthodes de travail que vous avez mis au point en sport automobile, pourquoi vous ne les amenez pas dans d'autres disciplines qui en auraient besoin? Donc, le transfert de technologie, ce n'est pas de la communication, c'est réel, ça existe. Et le mettre en place avec l'autonomie et les méthodos qu'on fait, et ce qu'on a mis au point sur les différents logiciels, qu'on fait évoluer, d'ailleurs on écrit des logiciels aussi en interne, c'était possible. Donc c'est la création même de CKP Engineering le 2 février 2017. Donc c'est tout jeune, hein, c'est à peine 5 ans, mais c'est déjà 5 ans. Donc là, on s'est installé dans le sud-ouest pour une bonne raison, c'est qu'on a fait un audit où on avait besoin d'avoir pour faire l'innovation, il fallait un endroit
travail très intéressant et très reposant. Et sur Paris, on s'était mesuré, on avait des capacités d'innovation de 3 heures par jour. Dans les Landes, on est plutôt à 5 heures. Et pour vous donner un ordre d'idée, les 40 PME les plus performantes de France en termes d'innovation et de production par salarié, les 40 premières sont toutes à la campagne. Dans les années 2000, c'était l'inverse. C'était à Paris. Maintenant, c'est fini. On peut passer au slide d'après, s'il te plaît, Julien. Donc là, vous avez ici, c'est à peu près clair, une vision de CKP. Donc, un partenaire innovation, on est clairement un bureau d'études à forte valeur ajoutée. En gros, vous devez comprendre qu'on est, quand on se présente auprès des clients, on est capable de gérer intégralement, avec une autonomie totale, des projets de A à Z. Mais ça part d'un concept d'un organe, mais aussi un véhicule complet, une architecture complète. Donc, effectivement, on avait un très gros savoir-faire en sport automobile. On est en train on le fait déjà dans d'autres disciplines. Des ruptures technologiques, c'est en permanence. Rupture technologique, ça ne veut pas dire forcément brevet, parce que typiquement, en sport automobile, on dépose très peu de brevets. Par contre, nous, on en dépose 1 à 2 par an, parce que c'est notre stratégie en interne. C'est-à-dire que faire que de la prestation extérieure, ce n'est pas forcément très rentable. On se met en danger en permanence parce que c'est l'innovation. Chiffrer combien de temps on va mettre à faire quelque chose que personne n'a jamais fait, c'est quand même assez difficile, même pour nous aujourd'hui. Par contre, développer nos propres brevets, les vendre et les industrialiser, ça nous fait valeur ajoutée, et c'est avoir une autonomie aussi financière. Donc, on a plusieurs produits propres, on y reviendra sûrement après. On a des partenaires efficaces. La première année en 2017 et 2018, nous, on s'est entouré de partenaires clés sur lesquels on devait s'appuyer pour faire uniquement ce qu'on sait faire. Et c'était déjà pas mal. Et tout le reste, le donner à des vrais partenaires. Le mot partenaire et l'icône donne tout son sens. C'est-à-dire qu'ils sont au courant de tout ce qu'on fait. Et c'est le meilleur moyen de nous aider. Et donc, le savoir-faire, on l'avait, mais le faire savoir, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a un réseau de 62 experts qui sont sous contrat avec nous, des experts qui ont un spectre de technologie très vaste et très important, qui nous permettent de faire des véhicules complets. Donc, un réseau, ça grossit quasi toutes les semaines, de 367 fournisseurs dans le monde sur lesquels on sait s'appuyer et on sait ce qu'ils font en permanence. Donc, ils font de la veille technologique aussi avec nous. Comme on partage énormément d'informations, pour synthétiser, tout ce qu'on a fait l'an dernier est déjà caduc. On a déjà mis un coup d'avance. Ça avance aussi vite que les technologies d'ordinateur ou ce genre de choses, quoi. On se remet perpétuellement en question parce que c'est comme ça qu'on est consulté. Dans les expertises, vous pouvez voir, c'est du calcul de structure, du powertrain, de la mobilité électrique et hydrogène et de la maintenance prédictive. C'est ce qu'on parle beaucoup en ce moment, mais nous, ça fait un moment qu'on en fait. Donc, les logiciels... c'est pour vous raccrocher à votre cursus. La suite Alter, Katia V5 et Top Solid pour les logiciels de CAO. Et Romax et MSC Software pour aussi tout ce qui est calcul powertrain. C'est un peu plus confidentiel, mais hyper structurant pour tout ce qui est powertrain. Du coup, on apporte une solution globale, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui fait aussi notre caractérisation chez CKP, c'est qu'on a une autonomie totale. C'est-à-dire que le client nous fournit parce qu'il ne veut pas ou parce qu'il ne peut pas le cahier des charges, on est capable, les duty cycles, les cycles de mission, on les écrit à leur place. Ils ne sont pas capables de faire de la mesure, on le fait à leur place, de produire, on le fait à leur place. Donc, du coup, on a une autonomie totale et une gestion globale, ce qui nous permet d'être maintenant implanté dans de multiples secteurs, quoi. Donc, on part de la défense à un camion, à un tracteur, à des équipements de sport. Voiture, forcément, c'est un dérivé, vous allez me dire, et derrière, on s'amuse pas mal, quoi. C'est un peu ça l'idée. Le slide d'après, s'il te plaît. Comment on est organisé? Donc, le centre de R&D, vous l'avez compris, il est dans les Landes. Apparemment, j'ai un léger accent, mais tout petit. On a un département en Occitanie où on développe, dans cet endroit spécifiquement, le powertrain à hydrogène. Un partenaire clé pour l'industrialisation des petites et moyennes séries et de la fabrication et l'assemblage de tous nos brevets, qui est situé en Rhône-Alpes. Transmission en boîte de vitesse, qui est aussi l'une de nos particularités, c'est en Franche-Comté. Le siège social est sur Paris parce que c'est le point clé pour toute l'Europe et le monde entier pour se réunir. Et fabrication additive, effectivement, on en a, et GPS, c'est à Bourges. Donc, vous voyez, on est quand même c'est national, multinational, et avec les moyens, c'est pas une hérésie. Ça fait depuis le début qu'on a lancé ça, et c'est pas le Covid qui nous a mis au télétravail, ce genre de choses. Quand on travaille avec des experts, ça se fait très très bien. C'est pas du tout un problème.
Même si aujourd'hui, je suis peut-être un peu pixelisé, mais c'est un petit détail. Voilà, je parle un peu vite aussi, mais c'est normal. On peut passer au slide d'après, s'il te plaît, Julien. Donc là, vous voyez, on essaye d'exprimer, merci notre agence de communication, comme Plus, qui essaye de mettre sur le papier ce qu'on fait et de le montrer. Donc 2017, l'iceberg, on trouve que ça ressemble pas mal. Le point de départ, être la branche innovation d'entreprises majeures. Mais pour faire ça, il faut encore se faire connaître. Donc la construction, hors de question de faire une levée de fonds, tout le monde en entend parler, c'est le maître mot des startups, sauf que ça veut dire ne plus être maître à bord. Quand on a une seule idée, ça paraît quand même la bonne solution. Le problème, c'est que nous, des idées, on en a quasi tous les jours. Donc, et on veut les maîtriser. Et pour développer notre trésorerie, c'est prendre des clients, montrer ce qu'on sait faire. Et on a décroché tous ces clients-là parce qu'on fait une transmission de savoir-faire, ce qui ne se fait relativement jamais. Sauf que nous, tout ce qu'on fait l'année d'après, c'est déjà caduque. Les clients, et c'est pour nous la meilleure façon d'arriver à la fin des projets. Typiquement, quand on arrive sur un projet, on connaît entre 85, notre méthode nous permet de couvrir 85-90% des besoins pour le projet. Mais les derniers 5-10%, c'est les règles métiers du secteur. Si on ne les connaît pas, on n'arrivera pas au bout, ou on y arrivera, mais avec un peu plus de latence, un peu plus de longueur. C'est pour ça qu'on dit, écoutez, nous, on va tout vous donner, on va vous former exactement sur votre métier, et du coup, en échange, ces règles métiers, on les obtient de suite, et à chaque fois, c'est un succès, quoi. Donc, du coup, ces clients-là nous rappellent dès qu'ils veulent faire une nouvelle rupture technologique. C'est comme ça qu'on s'est construit et c'est comme ça aussi qu'on est différenciant. Donc, c'est se poser les bonnes questions. C'est 2019. On a eu effectivement des gros impayés qui ont failli nous planter dès le début. Donc, on a commencé à dire, attendez, la propriété intellectuelle, les contrats, on va y passer un peu plus de temps. Le gagnant-gagnant, oui, mais à chaque fois, nous, on se fait avoir. Maintenant, on va commencer avant de travailler. On va commencer par se faire payer, faire un acompte, faire des contrats. Et maintenant, on va tout mettre à plat. Donc, on a commencé à évincer tous les escrocs de plus en plus. C'est la vie de la société, c'est comme ça, mais aussi comme ça qu'on se permet de faire le choix et d'avoir des clients viables et des partenaires viables aussi, de construire dans la durée. C'est pas être voir à plus d'un an, mais voir à plus de 10 ans. Et ça, c'était avant de comprendre qu'il y ait le Covid. Donc la reconnaissance, c'est clairement 2020. Nous, on commençait à être adoptés, ça commence à payer avec des premiers contrats pérennes et des approches de très grands groupes où on devient le partenaire industriel de très grands groupes et un peu le partenaire innovation, justement, qui était difficile à concevoir 2 ans plus tard et qui devient une évidence pour beaucoup de monde et surtout dans ces grands groupes-là. Et nous, ça nous permet de jouer de notre agilité en permanence. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont un peu de lenteur, c'est des dinosaures qui avancent très doucement. Et pendant le temps entre 2 réponses, mais ça nous permet, nous, de faire nos développements pendant ce moment-là. Donc, du coup, les journées sont bien remplies, mais on est capable de mener un gros projet par secteur d'activité. Parce qu'en plus, ils sont cycliques et pas tous au même moment. Et donc, ces contrats-là d'envergure nous permettent d'arrêter de faire de la prospection commerciale dans tous les sens et d'avoir des bases vraiment saines. Et le développement en 2022, là où on explose, on est hyper content. C'est exactement là où on voulait être et on est content de le partager avec vous ce soir d'ailleurs, cette fin d'après-midi plutôt, comme on dit chez nous. On est légitimé, on est inscrit dans beaucoup de secteurs d'activité et ce qui n'était pas évident, c'est que nos simulations numériques, les jumeaux numériques qu'on met en place sont homologués dans de multiples secteurs. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on fait, ça passe et on sait pourquoi. Comment vous arrivez à combiner entre la créativité, donc le développement d'entreprise, et le dépôt de brevets? J'ai vu dans votre présentation, donc vous avez 1 à 2 brevets par an, ce qui est très intéressant, ce que certains groupes, des grands groupes n'ont pas ce chiffre de brevets, donc ils se focalisent sur l'agrandissement et puis comment dirais-je, donc l'agrandissement de l'entreprise, et il oublie le département de R&D. Quand vous arrivez à faire ça, donc à combiner entre agrandir l'entreprise, élargir le spectre de l'entreprise, d'une part, et d'autre part, combiner avec l'innovation et le dépôt de brevets. Très bonne question. En fait, on donne une autonomie à tous nos gars, enfin tous nos gars, hommes et femmes, bien entendu, sur les moyens de travail et sur comment dire,
les besoins et les charges de travail. C'est-à-dire qu'en leur permettant un peu plus de temps et un peu plus d'ouverture et de capacité, tiens, tu sais faire ça, mais justement, on va te mettre sur autre chose. Ça amène des idées nouvelles. C'est pas parce que tu as toujours fait ça que justement on ne peut pas le refaire. C'est une manière de penser, clairement une manière de penser, de tout réinventer. Et effectivement, on fait 1 à 2 brevets par an pour nous en interne, on en fait plusieurs pour nos clients, mais c'est des brevets solides. C'est-à-dire qu'il y a des brevets où on peut déposer. J'ai un exemple je crois que c'était sur la campus, il y a plus de 200 brevets rien que sur la baguette latérale, mais c'est que sur des rayons de courbure. C'est pas ce qu'on appelle un brevet solide. Un brevet, c'est une vraie innovation. Tout le monde connaît l'exemple de Decathlon du masque pour respirer. Là, voilà, ça n'a jamais été fait. C'est une vraie rupture technologique. C'est ça. Donc, c'est-à-dire tout remettre en question et se plonger un peu partout. C'est-à-dire qu'il faut lire énormément. Il faut s'intéresser à pas mal de choses. Il y en a qui sont sensibles. On parlait sur le vélo, sur le 2 roues, mais tiens, on a des batteurs, on a des musiciens, on a des gens qui font du footing, on a des gens qui font du ski nautique. Et tout ça, ça amène, tiens, il y a ça comme problématique, c'est aussi discuter. C'est prendre le temps de reposer à plat, de s'ouvrir sur d'autres secteurs d'activité, pas se refermer. On parle du sport automobile en permanence parce que notre expertise vient de là. Mais nous, dans le sport automobile, on s'inspire énormément des autres secteurs. Parce qu'on peut pas, si on reste que entre nous, c'est pas comme ça qu'on évolue. On fait toujours la même chose. Donc, effectivement, c'est une manière de penser. Après, c'est aussi une structure pour avoir une autonomie aussi financière. C'est une stratégie clairement financière. Avoir les capacités d'avoir des brevets et de pouvoir les vendre ou de pouvoir vendre des licences, c'est clairement un intérêt pour nous et d'être toujours là dans de nombreuses années. J'espère avoir répondu. Merci beaucoup. Ouais. Ah oui, totalement. Alors, avant de laisser la parole à Stéphanie, on a une question de Robert Kranzil. Donc, il demande quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées quand vous êtes passé de votre idée de société d'ingénierie à la création de CKP. Donc, il met entre parenthèses tout ce qui est lié à l'administratif, équipe, organisation, timing. Et quelles ont été vos ressources puisque vous n'avez pas fait de levée de fonds, si ce n'est pas indiscret, entre parenthèses. Donc, il y a deux questions. Ouais, salé, mais je vais le dire quand même. Alors, effectivement, le premier audit a révélé que si on voulait pouvoir répondre aux attentes de nos clients et des projets auxquels on voulait prétendre, il fallait une moyenne de 40 ingénieurs expérimentés. Vous savez combien peut coûter un ingénieur expérimenté. Donc, avoir ça en permanence et en attendant en attendant d'avoir les premiers projets, eh bien, on allait être obligé pour pouvoir tout simplement payer nos charges de devenir une boîte de prestations lambda. J'ai rien contre les boîtes de prestations, mais en fait, leur business plan, c'est ils travaillent sur des jeunes ingénieurs qu'ils utilisent et qui ne payent pas très cher, mais qui revendent très cher, et il y a énormément de turnover. C'est le business plan des boîtes de prestat. Nous, faire ça, c'est avoir des ingénieurs très expérimentés, mais c'est sortir plusieurs centaines de, enfin, c'est plutôt en millions d'euros par an. Et pour pouvoir, au début, quand on n'a pas encore les projets, qu'on n'a pas encore organisé notre prospection commerciale, on allait devoir prendre des projets qui sont tout sauf innovants. Donc, en fait, on allait se tuer directement dès le début. Donc, on est parti plutôt d'une manière qui est utilisée en sport auto, mais aussi en pétrochimie, dans quel secteur d'activité? Aéronautique, un peu moins, des secteurs un peu atypiques, des équipements de sport aussi. C'est en fait, on travaille avec des freelances. On travaille énormément. Vous avez vu dans la présentation tout à l'heure, on a 65 experts sous contrat. Chez CKP, les 3 premières années, on était 3 en salariés durs. Et tout le reste, c'était des freelances. Et donc, quand c'est des freelances, c'est des gens qui ont leur propre société, qui sont sous contrat fort avec nous, dans lequel on leur réserve du temps qui est payé en avance, mais il n'est payé que le temps qu'ils utilisent pour nous. Donc du coup, ça valorise l'expertise et ça valorise aussi le travail et ça met en commun tous nos moyens. Alors c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup de mal à vendre parce que tout le monde nous disait mais vous êtes combien de salariés, on ne comprend pas comment vous travaillez, comment vous pouvez faire des véhicules complets. En attendant, on les a fait. Donc derrière, on ne peut pas se faire critiquer, on les a fait. Donc c'est notre meilleure pub, c'est ce qu'on a déjà fait. Et on est toujours jugé sur notre dernier résultat. Mais oui, mais ils ne sont pas chez vous, ça veut dire quoi? Sauf que depuis qu'on a eu la chance, on a eu le Covid et maintenant, on nous appelle un peu partout. On fait partie des clusters Aerospace Valley, vous irez voir. On vous donnera les liens derrière, il n'y a pas de problème. Aerospace Valley, le J4, c'est le groupement des industriels de la défense. Et ID4Car, c'est un groupement dans l'agriculture, la défense et l'automobile.
qui permet de mettre en commun des entreprises pour monter des projets et répondre aux attentes des clients. Et tous ces clusters-là nous ont au contraire ouvert les portes parce que justement, on avait une structuration très agile et très souple grâce à nos contrats freelance et extérieurs. Voilà. Et tout le monde est content, effectivement. Par contre, c'est-à-dire que les freelances sont très bien payés et on partage la prise de risque, mais on partage les gains. En fait, c'est pas du tout utopique, mais on est très gagnant-gagnant. C'est-à-dire que on veut pas être là dans un an, on veut être là dans 10 ans. Et donc, on a une équipe hyper solide de mercenaires qui sont d'enfer. Et on va être tous ensemble très très longtemps. Bon, les meilleurs partenariats sont les partenariats équilibrés, hein, pas les partenariats long terme. Exactement. On a une question de Stéphanie Val, une étudiante que je ne connais pas, le PF. Stéphanie. Bonjour à tous. Alors, je suis désolée, j'ai perdu ma voix, donc j'espère que vous allez m'entendre. Moi, je voulais demander à Julien, en tant que potentiel recruteur, qu'est-ce qu'un recruteur pourrait attendre aussi des étudiants aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a les compétences acquises à l'école, mais ça fait pas tout. Donc aujourd'hui, quand Julien, tu discutes avec d'autres recruteurs, qu'est-ce que vous attendez des étudiants? Ouais, pas mal la question. Alors, quand on reçoit un CV d'un jeune sorti d'école, forcément le CV il est relativement léger, quoi. Il gaspille pas beaucoup d'encre, mais on le sait, c'est pour tout le monde pareil. Cela étant, on demande d'avoir un CV en 3-4 pages et de décrire très précisément ce qu'ils ont vu à l'école et ce qu'ils ont mis en application, ce qu'ils font derrière. Donc, on a une méthode un peu particulière où on met à mal un peu les étudiants en leur posant des questions assez précises. Et en fait, pour rendre compte, oui, mais ça, c'est normal, on l'a vu. Oui, mais vous l'avez vu, mais vous l'avez compris, vous l'avez assimilé, vous êtes capable de le reproduire. C'est-à-dire que vous savez qu'une simulation numérique, ce n'est pas juste un clic-bouton. Vous savez que si on ne donne pas les bonnes données d'entrée, on aura un très mauvais résultat. Vous savez qu'on reprend du viticole, mais effectivement, c'est une caractérisation. Je fais ça, mais moi, ce que je fais derrière, j'organise mon propre vélo, j'ai fait des séances d'essai, je me suis organisé, je suis mon vélo en kilomètres. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous faites aussi par plaisir, mais qui nous permettent de détecter, tiens, il a ça. Il a compris ça, on sait quoi lui faire faire. Et on sait quoi lui développer. Donc, c'est ce qui rend différenciant des étudiants, c'est de mettre en application ce que vous avez fait. Quand vous avez fait en gestion de projet, tout le monde veut faire ça, mais vous avez fait quoi dedans réellement? Vous avez fait des TP, vous avez compris dedans, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'échec, c'est aussi la R&D, clairement. C'est comprendre pourquoi on s'est trompé. C'est pas du tout une faille, bien au contraire. On apprend de ses erreurs et on devient meilleur parce que justement on a fait des erreurs, on s'est planté et on a su corriger et aller plus loin. Donc quand on demande à des étudiants, c'est avoir une explication, un document avec toutes les expériences détaillées sur 3-4 pages. Je suis sûr que si on fait un sondage dans les dizaines d'étudiants qui sont présents, la plupart, c'est un CV sur une seule page. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Pour vous rendre différenciant, c'est expliquer tout ça. Alors pareil, je pense que mon retour d'expérience, mais je ne veux pas non plus parler à ta place, Julien, mais je pense surtout qu'on était sorti de notre promo là, en 2005, mais on était jugé aussi sur notre prise d'initiative et si on était capable d'entreprendre la création de projets, mais dans un sens où créer la valeur ajoutée quoi, pour un groupe. Est-ce qu'on a pu aussi lancer, encore une fois, quand vous vous lancez dans le pilotage d'associations ou de projets étudiants, moi je me souviens à l'époque, on faisait le chez l'éco-marathon, ça montrait aussi qu'on était capable d'initier des projets, les financer, les piloter de A à Z, jusqu'à aller sur les pistes pour tester la voiture, hein, avec un pilote à l'intérieur, une vraie machine, voilà, une vraie voiture avec sa structure, sa coque, le moteur qui était plutôt un moteur de débroussailleuse. Mais voilà, quand on pouvait faire un projet de A à Z, et ça, dans un CV, ça jouait quand même beaucoup. Hein. On avait cette capacité-là à piloter des projets, mais en plus dans une belle ambiance. Donc ça rejoint à ce que tu disais, hein, mais le prouver sur un CV aussi, c'est vraiment très valorisant.
Clairement, c'est exactement ça. C'est-à-dire montrer un peu ce qu'on est, on déborde un peu. C'est pas de l'ingérence du tout. C'est montrer qu'on va chercher plus loin que ce qu'on nous demande. C'est amener un peu d'autonomie, amener un peu de ce coup de folie. C'est-à-dire que ce qu'on va chercher aussi, c'est que les étudiants, c'est des nouvelles, c'est des idées nouvelles. Vous connaissez l'expression, tout le monde savait que c'était impossible. Il y en a un qui l'a réussi parce qu'il ne savait pas. C'est exactement ça. Et donc, c'est là où ça devient valorisant, des gens expérimentés avec des jeunes étudiants, c'est que ça permet de tester plein de choses et c'est hyper intéressant. Et c'est ce que vous devez montrer aussi. Vous êtes allé amener de l'autonomie, c'est pas juste suivre un TP parce que tout a été prémâché. Non, au contraire, on a fait ça en plus et puis on avait des nouvelles idées, on voulait faire ça. On s'est débrouillé tout seul, on a vu ça et ça. C'est d'enfer. C'est exactement ça. C'est ce qu'on cherche. Ouais. Encore une fois, entreprendre, c'est pas forcément. Quand on parle d'entreprendre, c'est pas forcément créer une entreprise. Mais entreprendre, ça peut être ce que vous voulez faire demain, la semaine prochaine, pour lancer un nouveau projet qui vous passionne ou un projet qui fait avancer tout un groupe, tout un collectif. J'ai une question de Julien Vullier. Quel type de stage conseillez-vous de faire pour entrer dans le secteur du sport automobile avec une formation généraliste comme l'EPF, qui peut être jugée comme pas assez technique chez certains constructeurs, écuries ou écuries automobiles? Joli prénom, par contre, tu commences bien déjà. Alors, j'avais le même problème. J'avais exactement le même problème. Enfin, on était généraliste et en plus, l'Estaca à l'époque, t'achetais faut pas se le cacher, t'achetais en réseau. Dans les années 90-2000, si tu voulais travailler dans le sport automobile, il fallait aller à l'Estaca parce que tous les anciens dirigeants étaient à l'Estaca. C'est complètement faux maintenant et depuis très longtemps, voire même ils sont tricards dans pas mal d'endroits. Donc derrière, si tu étais là au début de la présentation, tu as compris qu'il fallait faire un maximum de stages. Les stages, c'est une chose, mais aussi des petits boulots. Moi, j'ai commencé tous les mercredis après-midi, quand j'étais en BTS, j'allais gratter des pneus de monoplace. Puis au bout d'un moment, j'ai eu le droit de démonter la boîte de vitesse le week-end. Puis après, j'ai eu le droit de régler la voiture avec les jauges Dunlop, régler les cinématiques de train. Après, j'ai eu le droit de démonter les amortisseurs. Et c'est comme ça que je me suis fait une idée. Donc, le but, c'est te rendre différenciant. C'est pas parce que tu n'en trouves pas pendant tes stages que tu n'arriveras pas à le faire à côté. Va travailler dans une boîte l'été de sport auto, mais approche-le de plus en plus. Tu peux pas, tu te fais élire bénévole aux 24 heures du Mans, ou, par exemple, ça peut être un super coup parce que tu arrives, tu es au plus proche. Dans ton blouson, tu mets une quarantaine de CV, tu les distribues partout et tu dis, moi, je veux bosser avec vous. Ah ouais, mais j'ai pas de place, mais je viens gratos. Ah, déjà, le mec, il est motivé, il est différenciant des autres. C'est exactement ça. C'est la chance, ça se provoque. Un point, c'est tout. Merci Julien. J'ai une autre question de Robert Kranzil. Donc il te remercie pour ta réponse. Donc son objectif, c'est aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc il a une question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur en 2022 pour réussir à s'implanter? Et ensuite, sa deuxième question, c'est qu'est-ce que vous auriez aimé savoir à l'époque de la création de CKP qui a pu vous surprendre pour l'entrepreneuriat? Donc la première question, c'est quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur en 2022 pour réussir à s'implanter? Puis la deuxième, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à l'époque pour bien lancer CKP Engineering? Oui, ok. La première question, c'est bien écrire l'objectif. Je veux faire quoi et être clair là-dessus. Est-ce que je peux y arriver tout seul ou est-ce que j'ai besoin d'aller chercher des compétences? À partir de là, l'entrepreneuriat, c'est aussi être plusieurs. Donc, monter une équipe, savoir bien les choisir, bien s'associer. C'est toujours très compliqué de s'associer. Si vous ne le sentez pas, il faut y aller tout seul. Et dans ce cas-là, il faut aller chercher des fonds. Donc, chercher des fonds, c'est peut-être commencer à travailler d'un côté, et parce que vous ne les avez pas. Lever des fonds, c'est compliqué, surtout si après vous voulez rester maître à bord. Mais même malgré ça, ça reste, c'est une compétence particulière. Savoir se vendre, c'est ce que vous apprenez au cours des TP, des présentations que vous faites à l'école. Il n'empêche qu'il y en a chez certains, c'est inné. Ce n'est pas chez moi, par exemple. Ça s'apprend, ça se forme, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc, l'entrepreneuriat, c'est aussi avoir une idée. Savoir une idée, pourquoi pas l'expérimenter dans quelque chose qui est similaire. Donc, on appelle ça de l'intelligence économique. Il y a quelque chose qui, la même idée que moi, ils l'ont fait, mais pas aussi bien. Mais je vais aller bosser chez eux.
Comme ça, je vais aller apprendre un maximum, récupérer, voir tout ce qui marche, ce qui ne marche pas. Si je suis assez malin, je ne vais pas leur dire et je vais le monter derrière. Qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir à l'époque à la création, c'est qu'il y a énormément de gens à qui taper dans la main, ça ne suffit pas et il faut faire des contrats. Il faut faire des contrats tout le temps et investir dans un avocat, dans une agence de communication, pour être sûr de maîtriser ta communication et les contrats, ce que tu fais, c'est le meilleur moyen de ne pas travailler dans le vide. Ouais, ça serait la bonne chose. Merci Julien. Une question de, tu me suis si j'écorche ton prénom, mais Evans Charles. Quelles sont les difficultés ou échecs que vous avez rencontrés avant d'arriver là, où vous en êtes aujourd'hui? Déjà, le cursus, au début, j'étais dans une boîte de prestat, donc typiquement, on va pas se le cacher, hein, j'étais même pas je touchais 60% du SMIC horaire, hein, avec les heures que je faisais par rapport au salaire que je gagnais. Je me suis posé plusieurs fois la question, hein, tu veux continuer à faire ça, c'est le sport automobile, c'est génial, mais tout le monde veut ta place, c'est ce qu'on te dit, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a énormément de gens qui ne veulent pas travailler 70 heures par semaine, qui n'ont pas les capacités, parce qu'en plus, c'est pas tout beau, tout rose. Hein. C'est-à-dire que tu n'y arrives pas, mon bon Coco, t'assumes. Hein. Il va falloir bosser. Et tu viens avec des solutions, tu ne viens pas avec des problèmes. Hein. Donc, c'est assez tendu, c'est assez compliqué. Maintenant, on est depuis qu'il y a les 35 heures, ce genre de choses, on veut accorder beaucoup de temps au perso, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas tout faire. Hein. Vous ne pouvez pas être super bon et très peu travailler. Moi, je n'en connais pas. Tous les gens qui nous entourent ont énormément travaillé. Moi, le premier. Donc derrière, les échecs, c'était au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux et dire là, quand j'ai vécu au fin fond de l'Allemagne et j'arrivais pas à voir mes amis, mes proches, ma famille, il faut ouvrir un peu les yeux et dire merde, je veux faire quoi? Mais tiens, c'est peut-être faire la société comme moi j'en ai envie. Et donc ça a été le meilleur moyen, c'est poser les kiwis sur la table, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est comme ça. Donc, je peux vous dire que la table, souvent, elle est froide. Donc, s'il va falloir le courage de ses ambitions, il n'y a pas de gloire sans risque. Hein. Ça n'existe pas. Et les risques, il faut savoir jusqu'à où on veut aller. Et par contre, il faut aussi voir que ce n'est pas parce qu'on a un échec, surtout quand on fait de la R&D, que ça ne marchera pas derrière. C'est pas vrai. On apprend de ses échecs. Il ne faut pas être démoralisé, et bien au contraire. Hein, et savoir se relever et avoir une vision assez haute. Se poser un peu, pas toujours la tête dans le guidon, mais se poser un peu. Se garder un peu, aller faire un tour de vélo, aller marcher, aller faire un tour de canoë-kayak, faire ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous permette de réfléchir, de reprendre un peu d'air et dire ah mais oui, en fait, ce que je veux, c'est ça, et ce que je sais faire, c'est ça, et là où je veux arriver. Et ça va être tout au long de votre vie. Nous, c'est ce qu'on fait tous les jours, tout le temps. Voilà. Julien, j'ai une question sur le sport automobile. C'est un milieu très sélectif et même un milieu où tout le monde se connaît. C'est un sport aussi, c'est un milieu aussi très très exigeant en termes de compétences et puis résultats attendus. Comment tu t'es fait une place quand même parce qu'il n'y a pas que les compétences techniques, il y a aussi les qualités humaines. Comment tu peux comment tu peux rassembler les gens ou les convaincre. Comment ça s'est passé pour toi exactement? Tu l'as dit tout à l'heure, Julien, c'est aussi travailler dans une bonne ambiance et être très humble dans ton approche. Clairement, on ne sait pas faire grand-chose. Effectivement, le sport automobile, c'est un milieu très fermé, mais on est rentré dans la défense, c'est un milieu très fermé, dans les hautes sphères. On est rentré dans l'aéronautique pour aller, pareil, c'est très compliqué. Dans le monde agricole des tracteurs, mais ils ne travaillent qu'entre eux. En fait, ils sont tous pareils. Donc, le meilleur moyen, c'est si on vient de te chercher, le savoir-faire, c'est une chose, mais le faire savoir, c'est une autre chose. Donc, se faire une place, c'est avancer petit à petit et aller. On t'a confié ça, tu reprends tout et tu recalcules tout de ton côté. C'est-à-dire que tu ne prends rien pour argent comptant et tu essaies de travailler de ton côté. Et effectivement, au fur et à mesure, on te dit, mais attends, tu as trouvé ça. Moi, je me souviens très bien sur les premières boîtes de vitesse et transmission que j'ai faites. On me donnait accès qu'à 4% des données, exactement, même pas 5. C'est-à-dire que moi, j'ai le droit de déposer des calculs, mais je n'ai même pas le droit de voir le reste de la voiture. Au bout d'un moment, j'ai décelé une erreur. Je vais écouter, hop, tu peux me donner accès? Ah ben non, soit on partage, soit je garde ça pour moi.
OK. Et la personne qui s'appelait Jean-Victor m'a dit maintenant, tu as démontré que tu savais faire, tu as le droit de venir. Monte d'un cran. OK. Et tu avances au fur et à mesure. Donc, tu n'es pas jugé en permanence, mais c'est à toi de démontrer que tu sais faire. Et donc, tu te remets en question en permanence. Et c'est progresser, hein, c'est clairement progresser en permanence. Et après, tu fais ta place tout seul. Il ne faut pas croire que dans le sport auto, il n'y a que des bons. Hein. Je ne vais pas vous faire déchanter. J'en connais plein, ce n'est pas que des bons. Hein. Ce n'est pas que des champions, mais ils s'accrochent à leur petit niveau. Par contre, tu as des gens d'exception. Mais là aussi, ce qu'on croit, dans les années 80, tout le monde. Dans les médias, on mettait en avant une seule personne qui a fait toute la voiture. C'est complètement faux. Si on prend par exemple au 24 heures du Mans ou une F1, hein, pour démarrer une F1, il faut entre 27 et 40 personnes, 41 G pour la démarrer. Tout seul, tu n'y arrives pas. C'est tellement complexe maintenant que c'est qu'un travail d'équipe. Donc derrière, à toi de mettre en avant là où tu es super bon, et en plus ça te plaît, et d'amener cette compétence clé et de savoir aussi en donner un peu pour pouvoir partager d'autres informations et progresser ensemble. C'est aussi ça, la construction. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à soit vous poser vos questions dans le chat, ou soit vous pouvez aussi lever la main et prendre la parole. Hein, je veux dire, la conférence ou la discussion est totalement ouverte. Hein. N'hésitez pas. Quelqu'un d'autre? Je suis surpris quand même que M. Schenki n'ait pas posé de question. Généralement, M. Schenki. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Et Robert Crensil à nouveau. En fait, excusez-moi, j'ai été obligé de parler dans le chat parce que je suis au bureau. Ma question, c'était quels sont les futurs objectifs de CPK maintenant que votre société est bien implantée et que votre base cliente est là? Alors, moi aussi, j'ai une légère dyslexie, comme toi, c'est capé. En fait, il faut absolument pas se reposer sur nos lauriers. C'est pas parce qu'elle est là que demain, on sera encore là. C'est-à-dire que nous, dans l'innovation, on est toujours jugé sur notre dernière création. OK, on a gagné les 24 heures du Mans, on a pulvérisé au Dakar, 3 victoires consécutives, mais ça, c'est du passé. Là, maintenant, on travaille sur un avion à hydrogène, on travaille sur un tracteur électrique, on travaille sur l'allègement dans l'automobile, on travaille sur l'implantation de nos divers brevets dans des secteurs très ciblés. En fait, c'est jamais se reposer et être toujours là parce que l'innovation ne t'attend pas. C'est aussi une question d'hommes et de femmes, donc c'est pouvoir dénicher des contrats. C'est quand même compliqué d'avoir des contrats d'innovation dans des grands groupes parce que tout le monde rêve d'avoir ces sujets-là. Ils sont assez durs à financer et à la fin, ils le donnent à une entreprise extérieure. Pourquoi ils le donneraient à nous et pourquoi ils ne le feraient pas en interne? Mais parce qu'on doit montrer qu'on est les seuls à être capables de le faire. Donc derrière, le montrer, c'est accrocher des énormes projets. Mais pour les accrocher aussi, il faut développer des technos en permanence. Donc, c'est pour ça qu'on investit énormément dans la R&D pour nous aussi. Et on prend énormément d'échecs, hein, mais ça fait partie du jeu. Mais ils sont minimisés par l'utilisation massive et très, très, très importante de la simulation numérique, clairement. D'accord, je vais voir beaucoup. le chat. Oui, pas de problème. Donc, mais derrière, pourquoi on serait là dans 10 ans? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les partenariats gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'être là que dans un an et demi, c'est pas ce qu'on veut faire. On est là pour tout partager. Et justement, le fait de transférer le savoir-faire uniquement au secteur, et forcément, nos clients qui travaillent dans l'équipement de sport ne savent pas faire des voitures de course et pareil dans les tracteurs. On les forme exactement sur le sujet, le projet sur lequel ils nous ont sollicité. Et à partir de là, dès qu'il y a une nouvelle rupture technologique, ils nous rappellent. Donc, c'est la construction. Au fur et à mesure, tu construis ton avenir en faisant ça. En tout cas, c'est une démarche. Et le réseau qu'on fait, pourquoi on a autant de partenaires industriels, c'est qu'on partage énormément, mais eux aussi nous amènent des informations. Mais comme vous savez faire ça, écoutez, vous ne pouvez pas nous accompagner sur ça. On n'est pas toujours dans la lumière. On est aussi des sous-traitants, des prestataires dans l'ombre où notre nom n'apparaît jamais, mais mine de rien, on a fait une grosse partie. Ça fait partie du jeu. Je viens de voir une nouvelle question. De Joao dos Santos Martin. Est-ce que vous avez déjà eu des projets qui ont complètement échoué? Que faites-vous dans ce cas?
sera peut-être la dernière question. Oui, alors oui, et dans ce cas-là, maintenant, on fait très attention à être le mot maître d'œuvre, c'est-à-dire que quand on s'associe, il y a plusieurs choses, hein. On peut être partenaire, on peut faire des groupements momentanés d'entreprise, on appelle ça des GME, on peut faire énormément de choses. Si on s'associe, il faut qu'on, et si on est jugé uniquement sur le résultat, nous on fait des audits pour être sûr qu'en face, ils sont capables de le faire. Et s'ils ne sont pas capables, nous on le reprend parce qu'on a les capacités d'une autonomie totale maintenant. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Merci Voilà. beaucoup pour ces réponses. Merci beaucoup d'avoir organisé cette conférence. Je pense bien évidemment à quand même plus Stéphanie et Damien, et puis en collaboration avec Margot de Biasio, le service communication, le département communication de l'EPF. Merci pour cette organisation. Merci beaucoup Julien d'avoir pris le temps d'avoir partagé ton expérience et d'avoir répondu aux questions des étudiants. Il y a eu des questions très pertinentes ce soir, donc c'était très intéressant. Et puis c'est un parcours vraiment très inspirant aussi, hein, de passer d'une passion, un parcours complet, de monter en compétences dans différents secteurs et différentes sociétés, et d'arriver jusqu'à ce niveau de réussite, tout en conservant encore son environnement familial, et d'être retourné aussi dans les Landes, parce que je pense que c'était aussi retourner au pays, c'était certainement aussi un de tes objectifs. Oui. D'avoir concilié le tout, je trouve ça vraiment remarquable, et je le dis très très sincèrement. Merci beaucoup à toutes et à tous, hein. Encore une fois, Common Plus et Margot pour l'organisation, et puis je pense que Julien, on pourra s'appeler très prochainement. Merci à tous les étudiants d'avoir suivi et d'avoir posé des questions. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je rebondis juste derrière sur le. Merci Julien et merci l'EPF d'avoir fait ça. Pourquoi? Parce que c'est très structurant pour vous, et je saurais trop vous conseiller de se connecter sur LinkedIn, parce que c'est un réseau social énorme. Pardon, c'est pas un réseau social, c'est un réseau professionnel, et pour trouver, vous allez voir qu'on est connecté avec énormément de monde. C'est pour ça que Julien Gardin et l'EPF a monté ce genre de choses. C'est vrai avec CKP, mais ça va être vrai à chaque fois que vous rencontrez des entreprises. Connectez-vous, le réseau, il commence dès le début. Moi, j'ai commencé mon réseau dès que j'étais en BTS, clairement. Et c'est comme ça qu'on le construit, en suivant, en ayant des pistes. Ah, ben tiens, il connaît un tel, je connais cette société-là. N'hésitez pas, passez-y du temps, plutôt que sur Facebook, allez plutôt sur LinkedIn et regardez un peu les vidéos, ce qui se passe. N'hésitez pas à vous connecter, on les prendra volontiers. Tout ce qui vient de l'EPF, on le prendra. Merci Julien pour tous tes conseils. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Et puis je l'espère à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.